Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Nicolas Louvet. Nicolas, tu es cofondateur et CEO de CoinHouse. C'est l'une des premières plateformes crypto européennes qui a permis un accès régulé à Bitcoin et aux crypto-monnaies. Tu es considéré comme un OG de l'écosystème. Tu fais régulièrement des tables rondes, etc. dans les events crypto. On est ravis du coup de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander de te présenter et de nous raconter ta première rencontre, ta première fois avec les crypto-monnaies. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Magali, Antoine. Et moi aussi, je suis ravi d'être avec vous et je suis fan aussi de tout ce que vous faites. Donc, et Non, vous aussi, vous merci. êtes OG dans l'écosystème. Donc, c'est cool. Ma première rencontre avec les cryptos, ça remonte à Eric Larchevêque et ça remonte à 2013, 2012-2013. Quand il m'a montré qu'il venait de faire une installation pour miner du Bitcoin. Et donc, il m'a montré sur la table du board de l'ancienne entreprise qui a donné naissance à Ledger, qu'il avait créé et qu'on venait de vendre. Eh bien, il venait tout simplement d'installer tout un tas de systèmes de minage. Il y avait des ailettes qui tournaient. Et il m'a expliqué que voilà, il trouvait que le Bitcoin était la next big thing, la révolution équivalente à celle de l'arrivée du mobile dans les télécoms ou même de l'Internet. Et que pour ça, il s'était mis dessus. Et voilà, j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et tu t'y es mis dès la première année ou Non, t'as mis un petit temps, t'as mis du temps à comprendre vraiment et où non, t'as moi j'ai mis enchaîné beaucoup. vraiment tes recherches et t'as voulu t'impliquer dans le minage de Bitcoin ou d'Ethereum, tu vois? Alors moi, j'ai surtout suivi Eric. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, mon background est celui d'avoir fait du venture capital. Donc moi, j'ai investi dans des startups, dans des fonds d'investissement pendant de très nombreuses années. Et à l'époque, j'étais partenaire d'un fonds d'investissement. Et donc mon focus, c'était mon métier quelque part et mes investissements à titre personnel. Les boîtes que j'avais aidé à se développer en devenant business angel. Et Eric en faisait partie. Donc c'était surtout lui qui m'avait fait la promotion et m'avait éduqué sur ce qu'était le Bitcoin et le minage. Et très vite, en fait, il s'est détourné du minage en disant c'est pas forcément ça le sujet le plus pertinent, mais c'est plutôt l'idée de créer sans doute une sorte d'incubateur sur la crypto en France, sur le Bitcoin principalement, d'où la création de la maison du Bitcoin. Et moi, j'ai surtout accompagné et ma grande rentrer dans le business, c'est plutôt 2017 quand j'ai quitté mon fonds d'investissement pour devenir un des managers de Ledger et ensuite reprendre CoinHouse. Mais disons que de cette période de 2013 à 2017, j'ai surtout suivi Eric à travers son développement business, le développement de son entreprise, plus que le développement de la crypto. La crypto, je l'ai compris assez tardivement en fait. D'ailleurs, quand il m'a donné l'opportunité d'acheter un Bitcoin, j'ai perdu l'acide. Et j'avais pas C'est des saisi en fait formations, ça, Nicolas. j'avais pas saisi l'importance en fait des 24 mots et je suis resté assez loin en fait de la techno. Je trouvais ça pertinent, mais bizarrement, je me suis pas mis dedans directement. Je m'y suis mis vraiment beaucoup plus tardivement en 2017 quand j'ai quitté Serena Capital et quand j'ai décidé de rejoindre Ledger et quand Ledger m'a fait une proposition et c'est là où là je suis rentré beaucoup plus dans le vif du sujet, dans la compréhension des cryptos et même de ce qui est au-delà de Bitcoin, Ethereum et toute l'évolution autour de la blockchain. Ok, C'est tardif chez moi. Très intéressant. Et ben on va rebondir sur quelqu'un qui ne connaît pas Coinhouse. Comment tu pourrais lui présenter en quelques mots? Tout d'abord, plateforme, puisque c'est vraiment une app et un site web français par naissance. Hein, on est en France depuis 2014. On est l'une des plus vieilles plateformes, pas la plus vieille, hein, c'est Premium, mais on est parmi les plus vieilles. On est régulé, c'est un sujet important. Depuis 2020, on a été dans les pionniers à l'être en France et en Europe. Et on est une plateforme d'investissement. On n'est pas un exchange, on n'est pas une place de marché, on n'est pas fait pour des traders. On est plutôt là pour aider des gens à
d'ailleurs des particuliers ou des entreprises, à investir dans les cryptos, à les acheter, à créer une forme d'investissement, un trade république de la crypto, ou un boursorama de la crypto. Tu veux rentrer dans cette thèse d'investissement qui est la crypto, nous, on va te proposer les éléments fondamentaux. D'abord, la possibilité d'en avoir, d'en acheter, aussi d'en vendre. Le fait qu'on les conserve et on les garde, ça, c'est un truc que les exchanges savent mal faire. Le dernier en date, il a perdu 1,4 milliard. Et c'est un des nombreux exchanges qui a perdu depuis le début de l'année. Et on Ouais, mais revenant c'est un à Sandbox escroc. et autres. C'est un escroc à la tête. Ça, On parle de, Je ne dirais pas du tout que le patron de Bybit, c'est un on extro. parle Ah, de Bybit excuse-moi, on Absolument confondu avec pas. avec FTX. Non, non, je pense FTX. que tu Excuse-moi, j'ai confonds. confondu avec Mais FTX. FTX, c'est pas un hack. C'est Oui, autre oui, tout à chose. fait, C'est une pardon. escroquerie. FTX, c'est une escroquerie. Ouais. Bybit, je Oui, suis oui. pas là pour juger, je connais pas assez le dossier, mais ma connaissance, c'est pas une escroquerie, c'est un hack. Oui, oui, tout à fait. Et je Tout à fait. mettrais certainement pas Benzu dans la catégorie Oui, oui. des gens qui soient les plus Non, non, une belle transparence. infréquentables de l'écosystème. Donc Oui, une belle vraiment pas. transparence. Il a communiqué et tout. Il a essayé des Voilà. choses et ça n'a pas dû être C'est évident. son projet, c'est son dossier, c'est ses clients, mais en tout cas, les hacks, ça arrive très régulièrement. Nous, on sécurise les cryptos. Une énorme partie des cryptos sont dans des systèmes de cold storage, c'est-à-dire que c'est imprenable. La gestion de tout ça est très complexe, prend du temps, c'est distribué sur plein de personnes. Bien évidemment, moi, j'ai pas les clés, donc tout ça, c'est très compliqué à gérer et donc la sécurité, elle est vraiment là. Et en plus, on garantit cette sécurité parce que quand tu regardes nos terms and conditions, les conditions générales que tous les clients souscrivent, on est responsable des fonds. Donc si on les perd, nous, on les doit. On n'est pas responsable de la sécurité que les clients, eux, mettent sur la plateforme. Si on n'importe quoi, c'est leur responsabilité. Mais nous, en tout cas, on est responsable des fonds de nos clients et c'est un sujet vraiment important. Donc sécuriser, on offre tout un tas de services d'investissement et c'est ça la dernière grande différence, c'est que pas mal de plateformes te laissent tout seul. En gros, tu es sur la plateforme, tu achètes des cryptos et démerde-toi. C'est vraiment démerde-toi. Donc, Oh, il y a des académies, Nicolas. Souvent, ils font des pages académies et ils essayent quand même ouais, de plus en plus. Hein. mais Je suis ok, d'accord. fine. Mais tu dois chercher l'info tout seul. Et quand tu as un problème, parce qu'on a tous des problèmes sur les plateformes, pas se leurrer, bah en fait, tu es aux abonnés absents du Customer Success. Je vous demande juste d'aller, et si tu veux, on peut partager l'écran. On va sur Trustpilot, on tape le nom des principaux concurrents qu'on peut avoir, et tu regardes les notes, et tu regardes ceux de CoinHouse, et tu fais juste la différence, et tu verras que nous, on est On à va aller voir déjà 4,7. Pocono House. Ok, Je vais cool, mais je te demande de taper Binance, Coinbase, Kraken ou les autres et regarde. Donc tout ça pour dire qu'on a un vrai support, ce que tu vas retrouver à travers aussi les services qu'on propose. Si tu veux juste me faire le plaisir, juste peut-être d'aller sur Google et tu tapes CoinHouse abonnement par exemple, et tu verras un truc comme je vois que tu manipules super bien le partage d'écran. Je me dis, tu devrais bosser dans mes équipes et, euh, et tu vas voir, en fait, on a un service que les autres proposent pas, qui est assez malin, je crois, et qui peut correspondre à nos offres particulières. Il y a la même chose pour les entreprises. Ouais, ouais, C'est celui-là. ouais. Et là, quand Affiche. tu regardes un petit peu plus bas, tu vois un peu notre service tel qu'il est proposé. Et ça, c'est assez intéressant, tu vois. T'as trois comptes. Le compte de gauche, le compte classique, c'est globalement ce que font toutes les plateformes d'investissement. Elles te proposent pour tous des frais de transaction qui sont plus ou moins élevés. Nous, les nôtres sont parmi les plateformes françaises les plus bas et ils sont Ok. entre 2 et 3 fois moins chers que Coinbase, par exemple. Et puis tout un tas de services. Tu as le droit du staking. Souvent, tu as quand même un service client, on l'a vu. Tu as des contenus, comme tu dis, tu as des contenus, tu as de l'académie, tu as des choses comme ça sur la plupart des plateformes. Globalement, honnêtement, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la majorité de nos clients sont sur l'offre classique. Elle est gratuite, etc. Mais on a des offres assez intéressantes qui correspondent à deux profils que l'on retrouve globalement parmi les investisseurs crypto et pour lesquels nos concurrents n'ont pas réellement d'équivalent. D'accord. Celle de droite est hyper évoluée au sens où c'est une offre pour la clientèle qui veut vraiment de l'accompagnement individualisé.
En gros, tu te projettes comme si tu avais ton conseiller en gestion de patrimoine crypto, ta banque privée crypto, c'est Coinhouse. Tu vas avoir un chargé de compte dédié. On en a 4 dans les équipes. Ils ont chacun entre 200 et 280 clients à gérer. Et ils ont un portefeuille de clients. Et donc, tu vas avoir quelqu'un que tu connais, avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges, qui va te parler de ton portefeuille, qui va te donner des conseils sur ton portefeuille. Avec ça, tu as tout un tas de frais qui sont réduits. Tu as 0% de frais de transaction jusqu'à 96 000 euros par an. C'est énorme. Tu as un staking boosté, par exemple, on va te donner du 12%. Comment vous les prenez en charge? Vu que vous devez payer, par exemple, le monsieur retire de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, ça veut dire que c'est complètement gratuit quand vous dites zéro frais, c'est quand il l'achète. C'est sur les transactions, c'est à l'achat et au swap. Donc, Est-ce qu'il y a un... la majorité des frais de transaction sur l'achat et le swap, quoi. Donc, Mais c'est vous qui le prenez en charge? ah bah Vous c'est de payez la à la- marge négative, c'est de la marge négative pour moi, oui. Bah, c'est du revenu en moins pour moi. Ça, c'est Et certain. beaucoup évoquent enfin, le prix du spread, tu vois, qui augmente et du coup ils amortissent. Enfin, on peut entendre aussi dans les commentaires, hein, c'est pour ça que je me permets. Mais tu vois, est-ce que, voilà, enfin, Il y a du spread sur toutes les plateformes et nous, on a fait tout à une fait. étude sur toutes les plateformes avec en utilisant de l'argent, du vrai euro, en achetant des cryptos sur toutes les plateformes avec des vrais comptes. On a mesuré le spread. Il est gigantesque sur certaines plateformes et notamment sur des plateformes étrangères. Je pense à des Revolut et autres, et notamment aussi sur des plateformes comme Bitpanda. Oui. En gros, toutes les plateformes qui sont très grosses, qui proposent tout un tas de services, ont des spreads qui sont très élevés. Tu as des spreads qui sont beaucoup plus bas sur d'autres plateformes. C'est vrai qu'il est plus bas sur Binance, par exemple, ça c'est certain. Et donc sur certaines opérations, Binance est beaucoup moins cher que nous. En revanche, on est parmi ceux, on est au même niveau que les autres plateformes comme Bitstack et autres en matière de spread. Et on a des spreads qui varient entre 0,5 et 1,5, 1,7% selon les cryptos et les risques de marché. Et c'est heureusement que ça nous fait vivre un petit peu parce que quand on est à 0%, on est à 0%. Alors qu'on a des frais colossaux sur la gestion des comptes et la gestion des transactions. Et nous-mêmes, quand on achète des cryptos, ça nous coûte quelque chose. On ne peut pas gagner zéro, ça n'a pas de sens en fait. Et moi, je ne mettrai jamais mon argent dans une banque qui perd de l'argent, qui en gagne pas ou qui est juste pauvre. C'est un risque monumental. Si nous, on n'a pas l'argent pour ne serait-ce que pour indemniser quand il y a un problème ou ne serait-ce que pour offrir un service, mais fuyez. N'allez pas sur ne mets jamais ton argent dans une banque de pauvres. Tu as un vrai risque. Enfin, c'est dramatique. Donc, heureusement que les plateformes gagnent de l'argent parce que sinon, on est incapable d'assurer la sécurité et le service. Donc là, Ouais, mais c'est pas mal. Du coup, zéro frais, là, 3 000 euros par mois ou 8 000. Ça dépend de la formule qu'on choisit, mais c'est quand même très avantageux pour des personnes c'est qui hyper réalisent avantageux souvent. et clairement, je perds de l'argent sur une partie de ces transactions par rapport à la moyenne. Après, comme tu le vois, il y a 2 opérations qui permettent de compenser. Il y a le fait que l'abonnement est payant. Dans le cas de la gestion privée, c'est un vrai abonnement, donc c'est une 50aine d'euros par mois en moyenne et hors taxe. Et tu as également le fait que souvent ces clients-là mettent beaucoup d'argent et font quand même beaucoup de transactions. Donc au final, on arrive à compenser en fait cet effet. L'abonnement du milieu, c'est un abonnement qui t'offre plein de contenus et notamment le gros avantage, c'est le Cryptalk du vendredi, qui est mal mis en avant ici d'ailleurs, et tu vois, je le regrette qu'on l'ait pas bien mis en avant sur le site. Mais ce Cryptalk du vendredi, c'est tous les vendredis, tu as un live avec nos équipes d'experts et tu as accès en fait pendant 1 heure à cette équipe qui va te décrypter le marché, te donner des tendances. Tu vas pouvoir poser des questions, tu peux le voir en replay. Et tu as d'autres contenus comme ça dans la semaine qui sont hyper intéressants. Et c'est du vrai contenu chaud. On a des équipes chez nous, on a en moyenne entre 4 et 5 personnes qui bossent chaque semaine sur toute la réalisation du contenu chaud et de l'analyse sur les cryptos. Et ça, c'est hyper unique et ça donne vraiment à tous ceux qui n'y connaissent rien sur le marché, qui se posent la question de est-ce que c'est le bon moment de rentrer, est-ce que c'est le bon moment de swapper éventuellement, est-ce qu'on doit revenir sur Ethereum, est-ce qu'il vaut mieux privilégier Solana, est-ce qu'il faut regarder Tao ou je ne sais quel autre crypto qu'on vient de rajouter. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir avoir tous ces accès là uniques à ce contenu, à cette expertise. Peut-être qu'ils vont dire de rester sur Bitcoin, non? Peut-être qu'ils vont dire de rester sur Bitcoin parce que la Bitcoin dominance le montre qu'il faut peut-être rester sur Bitcoin On le dit régulièrement. là, ils sont disponibles pour la Formule 2 et la Formule 3.
On est bien, c'est Ouais, ça? ouais, quand plus tu montes en gamme, plus tu récupères tous les avantages des services précédents. Donc, Et quelqu'un qui prend la Formule 2 peut passer assez facilement à la Formule 3, je suppose, oui, le tout à mois qui fait. suit. Tu dois payer la différence en fait, et tu peux passer de. D'ailleurs, on voit pas mal de clients qui prennent cette Formule 2, qui la testent un petit peu et souhaitent passer en Formule 3. Attention, la Formule 3, elle est quand même dédiée à des gens qui mettent des montants minimum. Ouais, Euh, j'avais demandé, de, ouais. euh, ouais, le montant minimum, c'est souvent 20 000 euros en cash-in, c'est-à-dire tu consacres 20 000 euros. Comme on considère que les cryptos, c'est quand même un actif sur lequel il faut être un petit peu plus vigilant, et pas forcément trop sur Bitcoin, mais c'est plus une question de temps que de vigilance absolue. C'est-à-dire, je pense pas qu'aujourd'hui, tu puisses te dire, je vais mettre 20 000 euros dans Bitcoin et je dois me dire, je vais perdre cet argent. J'y crois absolument pas, et je pense que il n'y a pas de données aujourd'hui tangibles qui me permettent de dire aux gens il y a un risque majeur de perte totale en capital. En revanche, il y a des risques de volatilité qui sont très élevés. Il y a des cycles, on a pu le voir par le passé, qui peuvent montrer que Bitcoin peut perdre 60-70% de sa valeur. C'est pas Ah ouais. zéro, il tombe pas à zéro, mais il peut perdre beaucoup de sa valeur. En revanche, on l'a montré aussi, les cycles montrent qu'il est capable de récupérer cette valeur sur notre période. Tout est qu'une question de temporalité. Donc la vraie question aujourd'hui sur Bitcoin, c'est est-ce que tu es capable de consacrer suffisamment de temps à ton investissement pour faire en sorte que tu n'aies pas besoin de cet argent, que tu sois capable éventuellement de réinvestir si le cours est vraiment bas, et de te dire en tout cas que tu n'es pas dans la pression de devoir vendre parce que les cours ont beaucoup baissé. Et donc c'est plutôt ça qui va définir en fait le montant que tu es capable d'investir. Sur les autres coins, à l'exception peut-être des 4-5 coins qui sont sur la dominance au-delà de Bitcoin, donc je pense à notamment Solana, Ethereum, XRP ou d'autres, je pense que quand tu vas sur la long tail des cryptos, là pour le coup on est sur un risque de perte en capital, et donc je serais beaucoup plus prudent sur les montants que les gens sont capables de mettre, et je serais là beaucoup plus dans l'avertissement sur les risques principaux, là clairement. Ça veut dire que vous, en fait, tout investisseur, que ce soit du petit ou du moyen ou du gros, a tout intérêt à passer par CoinHouse parce que vous lui proposez une solution adaptée à son investissement. Donc ça, vous vous adressez un peu à tout le Globalement, monde. oui, aujourd'hui. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, certainement pas toi, en 2020, 2021, où on était très banque privée crypto, où on proposait que une quinzaine de coins, où nos frais étaient encore élevés, on n'avait pas de stacking, il y avait tout un tas de technologies qu'on n'avait pas. Là, depuis maintenant quelques années, on a énormément investi en matière de technologie de service. On propose 70 cryptos. On propose du buy, du sell, du swap, on propose du staking, on propose des mandats de gestion, on propose des abonnements, on propose des frais ultra réduits. On a baissé encore nos frais il y a quelques semaines, et ce qui fait qu'on est la plateforme française la moins chère ou parmi les moins chères du marché. Et donc, très clairement, en complément même de certains qui sont très crypto-philes et qui sont un peu plus dans le trading, hein, des gens qui vont aller peut-être sur du Binance ou sur du Kraken et qui vont faire régulièrement beaucoup d'opérations et qui sont certes beaucoup moins chers que ces plateformes sont moins chères que nous pour ces opérations de trading, ont peut-être intérêt à nous utiliser pour le l'on-ramp et l'off-ramp, donc de repasser à l'euro ou de passer des euros aux cryptos ou de passer des cryptos à l'euro, ou bien pour de la conservation. Moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Et là, on est qu'au début parce qu'on continue à investir massivement. On est en train de rajouter des wallets qui vont nous permettre de faire du dépôt-retrait sur beaucoup plus de cryptos, de proposer des wallets as a service, de la connectivité vers la DeFi, quelques cryptos encore supplémentaires, des services supplémentaires en matière d'investissement. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, je pense que la plateforme qui, il y a quelques années, était vue comme un peu la plateforme des riches ou de ceux qui s'y connaissent vraiment pas en crypto, devient aujourd'hui la plateforme de tout le monde en crypto. De ceux qui veulent faire de l'épargne programmée en mode Bitstack, je mets un peu d'argent tous les jours, à ceux qui finalement utilisent aussi des plateformes de trading et qui peuvent utiliser CoinHouse en plateforme complémentaire. Et entre les deux, il y a tout le monde de l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, Bitcoin dans un portefeuille, c'est nécessaire.
pour tout le monde quasiment en France. Moi, je le juge comme étant nécessaire. Et donc, il faut une plateforme pour investir là-dedans. Et je crois que c'est CoinHouse qui est la vraie réponse à tout ça aujourd'hui. Et tu as Pour la parlé plupart des Français. tu as parlé de staking, mais je vois beaucoup de plateformes qui ont listé certaines crypto-monnaies et qui après t'envoient des mails pour te dire qu'il a des listes. Hmm. Mais il y a toujours c'est toujours ces modèles de staking où on voit que c'est souvent des blockchains en POS. Euh, et c'est retiré, mais souvent quand on voit, par exemple, ceux qui ont monté un nœud validateur Ethereum, donc maintenant il faut en accumuler 32, mais qui l'ont accumulé sous forme de DCA et qui attendent du coup des rewards de staking, quand ils font leur tableau de calcul, là on est début mai, c'est pas forcément rentable vu que Ethereum est aussi volatile. Donc comment déjà sélectionnez-vous les projets et après comment, enfin, est-ce que, enfin, le staking déjà, est-ce que vos clients utilisent beaucoup Quinze pour cent. ce service? 15%, c'est 15%? pas C'est pas 15%, beaucoup. ouais, c'est pas plus que ça. Ça m'étonne un Mm. peu parce que il y a des rewards quand même qui sont assez intéressantes sur les cryptos. Nous, on a 15% de nos clients qui utilisent le staking en volume, hein. Je prends toutes les cryptos. Il y en a 15% qui sont en staking. On propose du staking aujourd'hui sur 8 cryptos, bientôt sur 12 ou 13. On a un mécanisme où tu rentres, tu tapes staking sur CoinHouse, tu vas voilà, t'as la définition. Donc tu vois les rendements qui sont proposés. En fait, c'est assez simple. Ok. Notre différence avec les autres plateformes en matière de staking, c'est que notre rendement est fixe. C'est-à-dire, on te sert 4%. Tant qu'on t'affiche 4%, on te sert 4%. Donc, il y a pas, c'est pas un taux de réseau, on te met pas le taux de réseau en te disant, bah, en fait, ça, c'est le taux de réseau et tu auras le taux de réseau moins nos frais, moins la réalité parce qu'il y a une différence entre le maximum du taux de réseau et la réalité. Là, nous, si jamais on est payé moins que 4%, bah, la pomme est pour nous. Et d'ailleurs, ça arrive régulièrement. C'est pour ça qu'on corrige de temps en temps nos taux de staking parce que parfois, il nous arrive de perdre de l'argent sur les rendements. La seule contrainte que tu as, c'est que tu peux investir donc à partir de 20 euros. Tu n'as pas besoin d'attendre 32 Ethers pour investir dans l'Ether. La seule chose, c'est que donc tu touches, dès que tu commences à staker, tu touches le jour d'après et tu touches tous les jours tes rendements. En revanche, quand tu veux déstaker, on va t'appliquer la période de lock. Donc c'est la période de déstaking qui est affichée là, qui est en fait une période qui est un peu obligatoire. On la majore un tout petit peu d'un jour ou deux pour des raisons de sécurité. Mais globalement, donc en effet, si tu stakes de l'Ethereum, tu vas toucher donc entre 1,75 jusqu'à 5% de rendement selon qu'il soit boosté ou pas. Et le jour où tu veux déstaker, il faudra attendre 10 jours pour récupérer tes Ethereum et en faire ce que tu veux. Voilà. Ça varie entre 2 jours et 30 jours, parce que Polkadot, la période standard de déstaking, c'est 28 jours. On a rajouté 2 jours de plus par mesure de sécurité. Mais tu vois, parfois j'ai un peu du mal avec le POS, hein, c'est moi de manière générale, sans citer Ethereum, parce que tu as tout à fait raison, ça évite d'en avoir 32. Mais quand tu vois les autres projets juste en dessous, Avax, DOT, ou des choses comme ça, si tu regardes aussi par rapport à l'appréciation du prix du jeton, parce que tu as dû en acheter hein, pour pouvoir le mettre en staking, et même si on te propose des rendements entre 3 et 10% par exemple, et que le jeton par rapport à ton prix d'achat a reculé de 40%, eh ben, tu restes négatif et il va falloir que tu y restes du temps avant de retrouver un point zéro, puis après peut-être du bénéfice. Ouais, mais Et, c'est que du bénéfice, Antoine. Honnêtement, ok. de toute façon, ton token, tu as acheté un token à 100. Le token, il dégueule pour tout un tas de raisons. On est dans un bear market, par exemple. Il descend à 30. Bah, je veux dire, c'est comme ça. C'est tout. C'est à Non, la rigueur, le fait de c'est faire comme un ça parce que rendement, c'est un plus. Au moins, tu te récupères un petit peu. Donc, Nicolas, c'est comme ça parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et du coup, qui les donne les jetons, bah, c'est bien le projet, la fondation, tu vois. Et ah donc, non, du non, coup, bah, dans le cas du staking, c'est la protection du réseau qui te rémunère. Donc c'est à oui, mais travers les si le fees prix que baisse, tu. si le prix va plutôt vers le bas, c'est que la force de vente est plutôt Oui, est tout à fait. supérieure au prix à la force acheteuse. Ouais, Et du coup, c'est un et, équilibre de marché, ouais. et parfois c'est ça. Et je me dis, s'il y a beaucoup de jetons en vente, c'est bien que les jetons sont là et mis dans un carnet d'ordre pour être vendus. Et tu vois, quand tu vois que si il n'y avait pas de vendeur, et ben forcément, on le voit sur Bitcoin, hein,
sur une charte long terme, tu vois que son prix fait que monter. Ça dépend si tu regardes en journalier, pas que ça, mais si tu regardes en mois, et ça fait que monter. Là, tu fais une analyse un peu générale sur le marché crypto. C'est-à-dire que tu décorrèles éventuellement le Bitcoin qui a une performance sur le long terme qui est remarquable. Mais contrairement à ce que tu penses, il y a quand même des cycles qui sont quand même assez violents et si tout le monde était très très intelligent, pourquoi les gens n'ont pas acheté quand nous on disait notamment fin 2022 et sur toute l'année 2023 en disant mais franchement c'est une très bonne opportunité d'acheter et on a eu des volumes ultra bas et sur toutes les plateformes. Donc les gens sont toujours très intelligents à acheter quand les cours montent et sont très hauts. Ils le sont beaucoup moins quand les opportunités sont là. Et c'est pareil sur les actions et c'est pareil même dans l'immobilier ou dans d'autres trucs où la tendance se généralise. Donc le Bitcoin, oui, ok, il a une belle performance. Tu l'as également sur Ethereum. Quand tu dézoomes un peu, tu as une performance très intéressante. Sur les Tout à autres fait. tokens, tu l'as pas. Je mets à part bien sûr les stablecoins. Tu l'as pas encore parce que le marché est relativement immature, parce que il se cherche encore en matière de technologie, en matière d'usage. Il y a des belles promesses parfois qui surfent aussi sur des tendances comme l'IA par exemple je mettrais peut-être un peu à part les tokens de la DeFi qui sont quand même je trouve assez pertinents et dont les usages montre qu'il y a une progression quand même, mais tu peux être déçu par la performance de tel ou tel token, alors que il y a il y a toujours un intérêt, par exemple, pour les protocoles ou pour les usages, mais il n'y a pas de valorisation. C'est le cas d'Ethereum, par exemple, aussi. Là, j'ai pas de réponse, en tout cas, à vous apporter comme ça sur le marché. Je Mais il y a pense qu'il 15% faut, des personnes qui passent par Coinhouse, en tout cas pour mettre en staking leurs jetons, même si ils sont passés par la DeFi et du coup, ils les réceptionnent après sur votre plateforme c'est cool. En tout cas, ouais, et tout simplement parce que quand ils en achètent aussi, parce que quoi que tu dises, même si un crypto fait moins 10% ou moins 50%, bah, si tu continues à en toucher en rendement, bah, ça t'en fait plus et tu te récupères un petit peu, quoi. Donc, de toute façon, t'as pas perdu tant que t'as pas vendu. Donc, ça dépend comment t'actualises pas tes pertes. Donc, tu te dis, ok, soit à un moment il faut couper en me disant, j'ai investi dans un token qui reviendra jamais à son équilibre, auquel cas je coupe et je prends ma perte. Soit sinon, je reste assez clairvoyant sur le futur et je me dis, allez, regardez XRP, il y a des gens qui ont sans doute pu considérer jusqu'à la fin de l'année dernière que le projet C'est un stablecoin. méritait pas, ouais, voilà, c'était un stablecoin, il méritait pas sa position dans l'échiquier crypto. Et tout d'un coup, il a fait un plus 100% en peu de temps et avec des performances assez intéressantes. Donc, tant mieux pour ceux qui ont fait ce pari de rester un peu plus longtemps sur ce token, peut-être. Oui, mais là, je revoyais par rapport à Cosmos, par exemple, au jeton Atom, où Ouais. dans l'idée, pour sécuriser la blockchain, tu les mets en lock, donc tu fais du staking, et tu as bien une période de unbonding qu'on appelle de blocage. Et en fait, après, il y a une tendance au liquide staking, où ça te permet de pas être bloqué, de pouvoir sortir tout de suite. Et on voit à chaque fois qu'on met une règle, et ben, il y a un espèce de projet qui va se créer pour essayer de contourner cette règle et toujours d'en faire un peu plus. Et tu te dis, parfois, c'est pas comme ça que je l'avais envisagé ou qui m'avait vendu ce projet-là. Et Ce que ça tu dis, en évolue, fait, hein. ça montre que tu as besoin de naviguer. La crypto, c'est un océan tumultueux. Et tu as besoin de boussole. Là, nous, on est une boussole. Justement, on est là pour aider les gens à essayer de clarifier leur approche, leur compréhension, de se dire, bah, en fait, c'est peut-être un peu trop compliqué et quand c'est compliqué, quand il y a un loup, c'est peut-être pas bon. Quand ça commence à être trop sophistiqué, c'était le cas notamment des projets comme Encore Protocol, UST et autres, proposent des rendements à 20%, bah c'est bizarre, proposer 20% de rendement. Et on se Euh, plaignait.
à cette époque-là, on pouvait se plaindre que c'était pas assez 20%. Ouais, mais nous, on se faisait dézinguer quand on disait qu'on pouvait proposer des rendements à 5-6%. Les gens nous disaient, ouais, c'est n'importe quoi. Les autres proposent des rendements à 20% sans se poser des questions. Mais comment les gens font pour proposer des rendements à 20%? Parfois, tu peux le faire sur des périodes un peu courtes parce que tu as un intérêt majeur. À gagner des clients, par exemple, ou à subventionner, hein, c'est ce que font certaines sociétés. Ça peut marcher, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est une opportunité, pourquoi pas la prendre? Mais sur le long terme, c'est pas durable. Mm. D'ailleurs, hein, c'est ce qui se passe. Si un État, tout d'un coup, te donne un rendement de 20% sur sa dette d'État, moi, je n'y vais pas. C'est d'ailleurs un des premiers trucs que l'on dit quand on fait de la prévention anti-arnaque, hein, des rendements trop mirobolants. Attention, attention. C'est l'autre gros problème de la crypto aujourd'hui, il y a une problématique d'éducation financière. Il y a pas mal de gens qui surfent, notamment à travers de la mauvaise influence, à travers des mauvais médias. Alors, je parle surtout pas de Journal du Coin et puis des autres médias qui sont hyper sérieux, français ou étrangers, mais on a quand même beaucoup de gens qui suivent des influenceurs et aussi pas mal d'arnaqueurs qui les contactent via WhatsApp, via des groupes Telegram ou sur Facebook ou ailleurs en leur promettant monts et merveilles, des rendements en effet mirobolants, la grande arnaque du moment, c'est en fait vous avez fait un investissement il y a très longtemps, mais vous vous en souvenez pas. Le tout est en Angleterre. Vous aviez mis 400 euros, maintenant ça vaut 17 000 euros. Pour récupérer les 17 000 euros, très bizarrement, il faut que vous payiez 4 000 euros. Voilà. Donc vous achetiez 4 000 euros de je sais pas trop quoi pour l'envoyer sur un wallet. Comme ça, vous aurez les 17 000 euros. La logique autour de ça, j'ai toujours pas compris. Mais alors, il y a des gens, ils y vont, mais droit devant. Alors, ils foncent et ça leur semble logique. Voilà. Et puis, bien évidemment, ça se termine avec des plaintes au commissariat ou des gens qui se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Mais là, il faut être vigilant. Nous, on essaye aussi de sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités, en disant, mais éduquer aussi, peut-être par des messages d'avertissement, un petit peu mieux les gens sur qu'est-ce qu'un rendement, qu'est-ce qu'une offre alléchante, etc. Maintenant, il y a une dynamique consumériste autour de la promo, des offres, etc., qui existe depuis longtemps. Et les gens aiment bien se dire que pas payer cher et obtenir des gros rendements. Bah, ça marche pas. Beaucoup d'argent, c'est pas la loterie, la crypto. C'est dur d'expliquer, moi, sur Bitcoin qu'il n'y a pas de rendement. Je trouve Mais que il y a aussi un problème Tu peux d'éducation l'actualiser. à Tu la l'as aussi. racine. Hein. Il y a une formule comment? mathématique sur le rendement. Excuse-moi, Magali. Le fait que tu aies une destruction de Bitcoin, enfin un nombre de 21 millions d'euros, de 25 millions d'euros. Peut-être son prix final, hein, mais tu en as 21 millions, alors tu en as un certain nombre en circulation, plus d'autres qui sont détruits. À chaque création en fait de Bitcoin, tu en as un petit peu moins. Donc tu as un calcul en fait que tu peux Tout à mettre en fait. œuvre sur le prix terminal de la valeur terminale du Bitcoin et qui te montre que son rendement il est lié au fait que, enfin, l'accroissement du prix est lié L'appréciation au du prix. rendement, lié au fait qu'il y en a tout un tas qui sont déjà perdus et que la production va s'arrêter et qu'elle s'arrête toutes les 10 minutes parce que tu as un bloc qui est minté tous les 10 à 12 minutes et donc bah, ceux qui ont été mintés, bah, c'est fini. Ils sont plus à minter. Donc il en reste encore moins à minter. Donc tu as une équation mathématique, là, elle se comprend. Ce que tu n'as pas sur un token où tu as une production infinie. Là, bon, en effet, le rendement sur un truc qui est infini, Non, mais je suis je te rejoins, je suis d'ailleurs, il est complètement égal à d'accord, mais zéro hein, c'est sur dur de l'infini. l'expliquer. Et parfois, je trouve pas les mots pour l'expliquer ou convaincre la personne. Et là, pour quelqu'un qui nous écoute encore et qui souhaite participer Après 30 et, minutes. et se faire ça, est-ce qu'il y a une Putain, il est stratégie? chiant, Louvet, à parler, on comprend rien à ce qu'il dit, il nous emmerde. Il raconte Non. que de la merde. Non. Est-ce qu'il y a une stratégie que vous éduquez ou vous incitez vos utilisateurs? Je vais en citer une, par exemple le DCA, mais peux-tu nous expliquer les différentes stratégies et la stratégie phare chez Coinhouse pour toutes sortes d'investisseurs? Il y en a trois. Ouais. Ouais, allez, il y en a quatre pour être précis. La première, c'est souvent le diagnostic et on va essayer de guider les gens vers un portefeuille un peu standard
notamment quand tu es primo accédant crypto. Le portefeuille standard, il est souvent composé, pour ceux qui veulent rien d'autre que ça, il y en a quand même pas mal, du Bitcoin. Je dirais que c'est la moitié des gens. Et l'autre moitié, c'est et donc l'avantage de CoinHouse dans ce cas-là, c'est que il est sécurisé, acteur régulé, etc. Les frais d'achat sont parmi les moins chers. Les frais de conservation sont égaux à zéro, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est bien. L'autre partie, c'est de la diversification et généralement elle est sur 4-5 coins, grand maximum. Et quand je dis 4-5, c'est plutôt 3-4. Donc ça, c'est l'autre grosse partie. C'est un portefeuille qui se compose où tu vas être sur généralement du 50 à 60, 70% de Bitcoin. Et ensuite, tu vas avoir une petite répartition sur quelques autres coins. Et la stratégie, c'est de laisser sur une période assez longue. Assez longue, c'est possiblement... on a des gens qui le font pour leurs enfants. On a des gens qui le font pour leur retraite. Voilà. À ça, tu peux associer du DCA, qui est l'autre stratégie, c'est de dire, je fais la même chose, mais je vais le faire régulièrement. Donc, nous, on le propose par carte bancaire ou par virement bancaire. La technique doit être améliorée, très clairement. C'est là où notre produit il est moins bon que certains concurrents. C'est une question d'UX, c'est une question d'amélioration. C'est sur la roadmap et c'est vraiment ma volonté de créer un peu ce plan d'épargne simple et plus simple que ce que c'est aujourd'hui. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. On a des frais assez bas, hein, un 49% en carte bancaire. Et là, tu peux te constituer ton petit portefeuille crypto. Voilà. La troisième stratégie, c'est celle des mandats de gestion. On propose des mandats. Ils sont à partir de 2000 euros. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, je vais faire confiance à CoinHouse. L'horizon d'investissement, c'est 2 à 4 ans minimum pour être sur les cycles. Je choisis entre 3, là bientôt, il y a 4 mandats différents. Je choisis l'une des stratégies et tu peux passer d'une stratégie à l'autre gratuitement. Les frais sont les frais standards dans l'industrie. Donc, tu dois avoir 1 à 2% de frais d'entrée, 2% de frais de gestion. Et grosso modo, ça circule comme ça. Donc là, tu nous laisses gérer et tu as un reporting tous les mois. Faut plutôt laisser couler au sens où ça sert à rien de faire un mandat pour investir pendant 2 mois. C'est vraiment des stratégies longues sur 2-4 ans, notamment en raison des cycles. Donc, faut avoir une vision. Mais là, c'est plutôt, je vais pas m'embêter à mettre 50 euros tous les mois. Je vais plutôt mettre 2000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000 euros et je laisse couler pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans et je récupère l'argent à la fin. La dernière stratégie, c'est celle de ceux qui sont accompagnés. Donc là, tu as besoin d'un peu de dynamisme et tu veux essayer d'aller chercher plus d'alpha, donc plus de performance, plus de rotation du portefeuille. Tu veux par exemple essayer, parce que le problème du DCA, c'est que parfois les gens ne maintiennent pas. Et j'ai quelques exemples comme ça, c'est que quand le marché est bon, ils continuent à mettre 50 euros par semaine, par mois ou tous les 2 mois. Quand le marché dégringole, comme ça a été le cas en 2022-2023, ils arrêtent. Alors que c'est complètement stupide. C'est maintenant qu'il fallait investir. C'est ça où tu te refais. Et donc, en fait, ils ont des performances désastreuses. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation moi, sur le DCA inversé, ça veut dire et que la plateforme dise Comment il tu serait caches peut-être temps de récupérer et du coup de faire le Ouais, DCA c'est pas inversé. notre devoir parce que à ce moment-là, du coup, en fait, là, Oui, mais et comme on on incite beaucoup à faire le DCA achat, mais on incite moins à faire le DCA vente parfois Alors, lorsque stop c'est. loss. Alors, on a un produit qui est en cours de développement comme ça, qui te permet en fait, qui est un produit qui va te prendre une partie de tes gains et qui va les repasser en stablecoin. Génial. Donc en fait, dès que tu montes un peu, tu fais 20% de gains. Tout ce qui est au-dessus de 1%, tu le gagnes en stablecoin. Et du coup, tu mets un peu de côté tes performances. Le problème, c'est qu'il faut aussi des gens qui soient assez rigoureux par rapport à ça, parce que si derrière ils réinvestissent, et bon, après, on peut Tout pas à se mettre fait. à la place des gens, ils sont libres. Mais déjà, se faire une balance qui n'existait pas et Ouais. tu vas toujours prendre position. Et quand tu dis un stablecoin, c'est l'USDC ou l'Europe. Ouais, c'est USDC ou bientôt on va proposer des stablecoins euros Ok, de type celui de Circle ou celui de Société Générale ou génial. d'autres. Et Donc, donc tu disais après, il y a tout un ouais, et puis l'autre, c'est accompagnement. l'accompagnement. C'est-à-dire celui qui est plutôt en train de se dire, bon, il y a des moments où il faut arbitrer et sortir de la crypto. Alors, t'es pas obligé de sortir complètement. Tu peux sortir en stablecoin et réattendre pour remettre plus bas. Ça, c'est vraiment nos stratégies avec les account managers. Honnêtement, celles qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sur la plateforme, enfin les deux typologies d'investisseurs qui gagnent le plus, c'est ceux qui font du DCA
avec une grosse proportion de Bitcoin, et ceux qui font cette stratégie d'accompagnement avec nos chargés de compte, où là, ils arrivent à faire des choses assez incroyables parce que justement, ils sont sur des cycles et ils ont tendance à suivre beaucoup plus nos recommandations et de se mettre à l'abri quand ça commence à chauffer et de pouvoir revenir réellement quand les opportunités sont là. Là, il y a une note qui est en cours de revue là sur mon ordinateur en ce moment, qui est celle de notre Chief Investment Officer et qui commence à dire attention, messieurs, mesdames les clients, voilà les symptômes de la future maladie du marché, quoi. Et en gros, nous, on prévoit un choc sur les marchés à venir dans quelques temps. Et voilà quelles pourraient être les raisons de ce choc. Et donc voilà quels doivent être vos axes d'observation, quelles métriques vous devez regarder pour vous dire attention, si ça commence à devenir rouge, c'est peut-être le moment de sortir du marché. Et nous, on n'hésite pas à le dire à nos clients, de dire attention à un moment, il va peut-être falloir vendre en stablecoin, vendre en euros pour ceux qui veulent vraiment sortir. Et c'est à nous là de proposer d'autres stratégies, par exemple des rendements sur stablecoin qui est très compliqué avec la régulation, mais de proposer des solutions pour faire en sorte que les gens restent clients chez nous ou alors puissent profiter d'autres opportunités. Malheureusement, je suis pas le gourou des cryptos, au sens où je peux pas à faire des incantations et faire en sorte que quand le Bitcoin fait moins 50, il y a une crypto qui fasse plus 50. J'aimerais, mais ça marche pas. Et c'est possible de prendre ces euros, d'aller chez Coinhouse et de d'abord commencer par du stablecoin avant d'acquérir, par exemple, le premier pack crypto. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà acquérir du stablecoin et comme ça, on est prêt à bondir ou préparer sa stratégie de DCA ou d'investissement? Est-ce que c'est possible? Tout à fait. En fait, Ok. les stablecoins sont une de nos cryptos proposées. Donc, tu peux en acheter en euros, les swapper contre des cryptos ou les vendre en euros. Et d'ailleurs, on a un autre usage dont on parle pas beaucoup, qui est les paiements. Et on a une partie de nos clients qui achètent que des stablecoins et c'est tout. Donc, en fait, ils utilisent CoinHouse non pas du tout pour la thématique qui est celle de la volatilité et quelque part du côté spéculatif, au sens appréciation de valeur, enrichissement possible avec des cryptos. Ils le prennent plutôt sous l'angle de l'utilisation d'un nouveau moyen de paiement qui va plus vite, qui est moins cher, et qui permet de faire des transactions instantanées. Et donc, on a des entreprises qui le font, on a aussi des particuliers, et il y a tout un axe d'ailleurs, on est en train de proposer une solution à des marchands pour qu'ils puissent accepter des cryptos comme moyen de paiement, avec une conversion instantanée en euros. Donc, le métier de conversion crypto-euro, euro-crypto, que ce soit des cryptos ou des stablecoins, c'est vraiment un métier de base qu'on fait, quoi. Et on propose un compte euro aussi à nos clients. Ce qui a l'avantage, en fait, c'est un compte comme Revolut ou comme N26, donc c'est la même chose, il n'y a pas de carte encore associée à ça, mais tu as un vrai IBAN, et donc tu peux passer tes euros en crypto très facilement, ce qui permet notamment aux entreprises, quand elles veulent payer des factures, elles peuvent les payer depuis notre compte bancaire, enfin depuis leur compte euro, ou elles peuvent aussi acheter des cryptos facilement et les envoyer. À l'inverse, quand elles reçoivent des paiements, elles les convertissent en euros et ensuite elles s'envoient ces euros soit sur leur autre compte bancaire, soit elles les utilisent pour payer des fournisseurs. On a Et il y a vraiment un quel vrai mainnet? compte. C'est quel mainnet? Je suppose parce que Ethereum, c'est quand même cher. Enfin, même si ça a vachement réduit, mais Ouais, alors, euh, ouais, l'USDC, est-ce qu'il est que sur Ethereum ou ouais. vous avez Alors, déployé sur... il y a les gros avantages de CoinHouse et puis il y a les gros inconvénients aussi de CoinHouse. Et donc, parmi les inconvénients aujourd'hui, on supporte pas assez de crypto au dépôt-retrait. Ça, c'est un inconvénient qui va être résolu dans les 2 mois qui viennent. Et on supporte principalement que Ethereum comme blockchain ou Bitcoin. En fait, on n'est pas sur Base, par exemple, ou d'autres blockchains, Polygon ou autres, qui sont moins chers. C'est résolu en même temps que les wallets. Donc là, dans un horizon de temps assez court, on va pouvoir proposer d'autres blockchains, donc des réseaux moins chers, pour permettre à nos clients de faire des transactions moins chères. Et on va Mais même supporter aussi entre sous eux, tu vois, Eurotrade c'est plus pour de ça que je crypto. disais ça, parce que parfois, des deux clients qui sont au bar de Coinhouse et qui se doivent 10 euros pour une bière et qui veulent juste, bah tiens, je t'envoie 10 euros de stablecoin, bah c'est vrai Ah que ouais.
Voilà, c'était on On le pourrait voit. faire du compte à compte en fait. C'est vrai que quand t'es client de CoinHouse, on pourrait te faire du compte à compte. C'est-à-dire, on t'enlève une crypto de ton compte pour l'envoyer à quelqu'un d'autre de notre compte. Ça, c'est finalement un transfert presque de Excel quoi. Enfin, c'est Oui. une écriture. C'est un sujet. Il y a des petites questions de sécurité par rapport à ça sur la plateforme qui font que dès lors que tu touches au compte client et aux inscriptions comptables, c'est ça nécessite toujours beaucoup de. Alors, toi, si tu as tant d'euros chez moi et tant de crypto chez moi, Antoine, tu certainement pas envie d'avoir une erreur là-dedans. Et donc, faut que le doute soit impossible et que la solution soit complète, quoi. Ok. Et on peut faire un petit point sur le côté régulation. Tu en as parlé tout à l'heure. Mm. Je suppose que ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'argent, en tout cas à déployer Ouais. pour être dans les règles. Enfin, Mm. là, on a Mika. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous avez mis en place et aussi ton avis sur la régulation de manière générale sur les crypto-actifs? Ce qu'on a mis en place, on a mis en place un lourd dispositif en fait historique hein, sur à la fois les obligations qui s'imposent historiquement à nous, qui sont la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, c'est des obligations en matière de connaissance client, de screening, des opérations, d'application d'un certain nombre de mesures qui sont écrites dans la loi et qui sont les mêmes mesures qu'ont des établissements bancaires, des établissements assurantiels, etc., qui vont euh, qui vont veiller en fait à la protection par rapport à des opérations frauduleuses, illégales, dangereuses, etc. Donc ça demande déjà beaucoup de ressources et beaucoup de technologie parce que forcément tu mets pas, t'observes pas la blockchain tout seul à main nue. Hein, donc tu utilises des outils qui coûtent de l'argent, tu utilises des outils de screening, tu utilises des outils de monitoring. Quand tu as beaucoup de clients comme ce qu'on a, il faut que ça tourne 24/24 tout le temps et ça nécessite en fait pas mal de ressources humaines, mais aussi d'investissements technologiques. C'est beaucoup les investissements technologiques. Voilà. Donc c'est des grosses équipes et c'est des gros budgets. Hein. Il y a L'année dernière, il y a eu un tiers de nos investissements en produits, en tech, qui sont partis dans la conformité. Donc, euh, donc il y a un tiers de tout ce que tu dépenses et de tout ce que tu euh, consacres comme ressources technologiques et produits qui, quelque part, ne produisent pas de valeur directe. Ils en produisent une parce que ça te protège et puis ça te permet d'être conforme, mais ça produit pas de service. Ça t'ajoute aucun avantage pour les clients, quelque part. Je sais À part pas, le fait que c'est un produit FTX rien, nous ont mais pas protégés, tu vois. Moi, j'attends vivement Non, mais Mika 5, mais sur FTX ou des choses comme ça, parfois j'ai l'impression on embête beaucoup plus les plateformes ou les acteurs comme ça sur le côté. C'est très lourd, c'est très coûteux. Et je crois qu'FTX à l'époque n'était pas sur les exigences PSAN, par exemple, oui, non, françaises. bah, déjà, C'est des exigences pour avoir ce label oui, que tu, un, dont c'est tu une évoques. plateforme qui était américaine, Psan, c'est français historiquement, et Mika, c'est européen. Il n'y a pas de régulation aux États-Unis aussi stricte qu'en Europe, Non. et jusqu'à présent, là, c'est vraiment en train de changer avec l'ère Trump, mais pendant très longtemps, ils se sont posé la question du sexe des anges en se demandant si les cryptos étaient des sécurités ou n'en étaient pas. Et c'était le seul focus quelque part, et ils avaient du coup une sorte de non-régulation ou rattachée à de la régulation financière mais faible, sans contrôle non plus. Et ça a permis d'avoir des FTX qui étaient basés soit dans des paradis fiscaux de type BVI ou Panama ou les îles enfin Caïmans. ouais, les îles Caïmans et autres, versus bon aussi des structures aux États-Unis mais pas beaucoup plus sécurisées quoi. Donc non, la régulation française et européenne, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être stricte. Je pense qu'elle est légitime pour l'écosystème. La seule chose, c'est qu'elle est très dure et que c'est plus qu'une marche, c'est un gros escalier et elle n'a pas forcément été suffisamment pensée par rapport aux technologies. Et elle a été écrite dans des textes avec une forme d'intransigeance et de vision purement théorique, alors que la pratique même et le fonctionnement même des blockchains fait que c'est pas applicable de la même façon. Et donc il y a beaucoup en fait d'éléments qui sont très complexes à mettre en œuvre et qui nécessitent une réelle modification de la façon dont les gens fonctionnent, travaillent, interagissent entre eux
de mise à niveau de leur technologie. Donc euh, la théorie de ça, c'est si la régulation est réellement bien appliquée partout en Europe, au même niveau que le veut par exemple la France, normalement, ça devrait être cinglant. Mais au sens, Ce c'est sera même pas, difficile de c'est même pas concurrencer. du sang sur les murs, il y a des morts partout. Mais ce sera difficile d'avoir, vu que c'est mondial et qu'on passe Ah non, toujours c'est par. pas mondial. Mika, c'est pas du tout Oui, non, mondial. mais je te Mika, c'est parle pas des mondial. acteurs crypto et si parfois tu peux aller Non, sur une t'as des plateforme. acteurs crypto qui décident. Regarde Tether, Oui. définitivement, ils vont pas venir en Europe. Ouais, mais du coup, ils sont plus proposés en Europe. C'est-à-dire que Mais tu les as là, pas sur Tether, les. c'est Oui, bien oui, tout à dommage. fait. Ouais, mais on a eu Nicolas Bacca en interview, qui a eu bah, du coup, qui s'est un petit peu, qui nous a donné son avis, voilà, sur qu'on retire l'USDT et lorsqu'il a été, euh, quand il s'est occupé de l'affaire David Ballan, entre guillemets, et ben, c'est pas possible de faire la même chose avec Circle parce qu'il faut, là, il Ils fallait sont être trop très régulés. rapide. Donc, ben, ça a eu un rôle clé que Tether soit centralisé, qui décide de participer et d'aller vite pour essayer de bloquer certaines adresses. Et maintenant, avec Mika, ben, on se rend compte qu'avec Circle, il faut faire une vraie demande, il faut attendre un retour et que, eh ben, il disait, ça favorise un peu les malfrats, entre Je guillemets, pense, hein, bon, je tu pense vois, qu'il y a des résolutions à ça aussi, hein. C'est-à-dire que bien pour des sûr. cas de sécurité, je pense que le régulateur a le droit de dire à Circle, vous devez avoir des réponses, sinon vous serez potentiellement incriminé pour n'avoir pas répondu à temps, etc. Donc, je pense qu'on peut mettre le Donc, curseur un peu là où on veut. là, Tether, c'est pas un mauvais projet en soi. Bon, il a pas voulu se réguler et le gars veut pas suivre la réglementation. Il la trouve mortifère. Maintenant, on va voir aussi comment la régulation américaine va vivre. Il y a aussi pas mal de gens dans cet écosystème qui est né quand même il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, qui sont très 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 lents en matière de réflexion et de mouvement. Il y a beaucoup de maximalistes, beaucoup de gens qui sont des patrons de plateformes aujourd'hui partout dans le monde, qui n'ont pas du tout envie d'évoluer, qui n'ont pas du tout compris non plus l'enjeu. Pour eux, ils sont encore basés à l'heure du chemin de fer et ils voient pas l'arrivée du TGV, quoi. C'est pas leur sujet, quoi. Eux, ils sont assis sur des tas d'or, ils se sont fait du pognon, ils considèrent que c'est bien comme chez eux. C'est un peu à la mode bon vieux français, restons bien chez nous et surtout ne changeons rien. C'est déjà bien comme c'est bien comme c'est. Bah ouais, mais le problème c'est bien pour toi, mais c'est pas forcément bien pour les autres. Et puis la façon dont tu procèdes, c'est pas compatible. Donc je pense qu'il y a une vraie révolution à venir, mais cette révolution, elle va être cinglante et elle est trop violente. Et je dis pas que moi, j'étais très pro-régulation dans les années 2018, 2019, 2020, parce que justement, je voyais bien qu'il y avait du grand n'importe quoi sur toutes les plateformes, à exception de quelques plateformes européennes, mais la plupart des plateformes internationales faisaient mais n'importe quoi. Et il y avait un c'était flou. et elles ont aidé au financement des activités illicites, elles ont aidé au financement du terrorisme, elles ont aidé en fait au développement des malfrats et de tout un tas de choses. Et certaines continuent à le faire. Donc enough is enough. Il faut à un moment arrêter et soit vous voulez que le marché crypto devienne un vrai marché et que tout le monde en tire des bénéfices, que le Bitcoin continue à progresser, que les cryptos soient utilisés, que ça devienne dans le portefeuille de tout le monde. Si vous voulez ça, il faut un marché qui soit proche des marchés financiers. Si vous ne le voulez pas, le marché va tomber. Ça n'intéressera que euh, trois pelés et deux tondus. Du coup, ça n'aura jamais de valeur, etc. Ce qui enrichit tout le monde et ce qui aujourd'hui fait que le marché est porteur, c'est qu'il s'élargit. Donc, on tire tous des bénéfices en fait du fait que le marché s'élargit et qu'il devient beaucoup plus mainstream, mais personne ne veut en payer les conséquences. La conséquence, c'est qu'un marché beaucoup plus mainstream, c'est un marché régulé. Je suis désolé. Il y a des risques financiers aujourd'hui. La crypto, c'est quoi? C'est 3 trilliards. Dans quelques années, ce sera 10. Ce sera au niveau du marché de l'or. Peut-être ce sera un jour 40, 50 ou 100. Tu ne peux pas tolérer un marché comme ça dans lequel c'est yalla et les gens font n'importe quoi. Et tu as des plateformes dans lesquelles tu peux tolérer n'importe qui, faire n'importe quel type de transaction, sans aucun monitoring, sans aucun suivi, sans aucune déclaration, etc., avec des règles qui sont complètement centralisées et opaques, où les gens décident ce qu'ils veulent. Mais c'est quoi? Ça ne marchera pas, ça. Ça, c'est l'anarchie. Tout à Ça fait. fonctionne pas. C'était L'anarchie, le, l'anarchie, c'était ça le n'a coup jamais de fonctionné. gueule de Nicolas Louvet.
Non, c'est pas un coup de gueule, c'est un constat, les gars. Et soit Non, vous mais êtes. t'as raison. Je suis Non, tout mais à fait alignée avec toi. Alors, est-ce que moi, c'est ça mon veut dire constat pour depuis toi le qu'il y aura départ. un... Il n'y Est-ce aura que pas tu... de marché s'il n'est pas régulé. Et Et est-ce que ça n'a tu pas penses d'intérêt. qu'il peut y Bitcoin va. avoir un Pardon. FTX est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un nouvel FTX? Oui, sans Un doute. gros acteur qui se rétame comme FTX pour au-delà de l'arnaque. Je parle pas forcément Oui, pas, une gestion catastrophique qu'on découvre d'un coup et paf parce que pas en FTX c'est Europe. vraiment une arnaque. Là, Pas en Europe. Là où le marché est le moins clair, c'est là où le soleil se lève. Donc c'est clairement en Asie et dans les pays et dans les j'allais dire les Panama Papers, mais c'est l'équivalent, hein, dans les pays. Il y a plein de boîtes qui sont enregistrées aux Seychelles. C'est magnifique les Seychelles. Mais alors pour faire de la crypto, j'imagine tous les gars qui sont sur la plage en train de coder et de faire du KYC à Pralin. Bon, c'est de la vaste fumisterie, et de la rigolade. Donc il y a des plateformes qui pourraient poser problème. Ça, je le pense. D'ailleurs, bon. Et honnêtement, j'incrimine pas parce que c'est comme ça, mais ce qui s'est passé sur Bybit, c'est quand même sacrément grave. Hein. Ah bah, oui, oui, oui. Et puis À l'échelle c'est d'une banque, c'est comme s'étaient pris une amende d'1,5 milliard. C'est l'équivalent de ce qui s'est, parce que ça a dû se prendre, je crois, le Crédit Agricole par l'administration américaine et la SEC quand il y a eu les fameuses affaires il y a quelques années. Ça a été des gros chocs pour les banques, quoi. Et donc oui, c'est difficile. Il se trouve que bon, la plateforme était suffisamment riche, mais elle doit l'être normalement un peu moins quand même. Ou alors c'est que j'ai pas compris. ouais, mais dans le trading, ils gagnent beaucoup. C'est vrai, les plateformes de trading avec fait de levier, ils arrivent vite à s'en remettre. Puis en plus, tous les autres échanges ont essayé vite fait de remettre des fonds et de limiter la casse. Et ça a bien rebondi, n'empêche, parce que Bybit existe encore. Alors que tu vois quand même que la somme qui a été volée, mais s'attaquer quand on a Lazarus contre soi ou des groupes criminels comme ça, aussi, je c'est trouve que un c'est autre challenge. Hein. l'écosystème. C'est Voilà. l'écosystème qui a bien rebondi au-delà de Bybit. Je trouve que ça, Oui, l'écosystème, il oui, s'est pas c'est trop passé comme une. déchiré. Il n'y a pas eu, enfin voilà, je trouve que ça a été assez. Il y a eu une cohésion. C'était pas. Si, il y a BitGet qui a un peu. Ah non, je confonds sur autre chose, pardon. J'allais dire, il y a BitGet qui a un peu débattu sur son concurrent, mais non, non, ça a été assez solidaire, j'ai trouvé l'écosystème sur le Et coup là, Bybit. comme tu étais dans l'instant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Coinhouse, quelles sont les valeurs que vous transmettez un petit peu sur Coinhouse? C'est la sécurité, la décentralisation, que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est quoi les valeurs que vous transmettez à vos clients? Tu parles des valeurs clients, ouais. Alors, Ouais, tout à fait. je pense que la première valeur, c'est celle de l'ouverture et de la pédagogie autour de Bitcoin et des cryptos. C'est-à-dire, on a envie, nous, d'essayer d'ouvrir les gens à ces technologies, parce que c'est avant tout des technologies, et à ces actifs. Donc, c'est plutôt l'esprit d'ouverture, l'esprit de pédagogie pour essayer d'amener les gens à penser, à réfléchir, à se dire, tiens, il y a peut-être un endroit sérieux où je peux acheter des cryptos, ou au moins j'ai moins à me soucier de est-ce que c'est risqué, un scam, comment je dois faire, etc. C'est simple, franchement c'est vraiment simple. Euh, et comme ça de pouvoir être en plus grande sérénité pour pouvoir faire ses premiers pas et me dire tiens je peux investir. Donc il y a déjà cet esprit d'ouverture, d'envie de communiquer aux gens, cette pédagogie, cette confiance, etc. Le deuxième aspect c'est la modération. Qui me semble hyper important. Nous, on n'est pas en train de dire propose pas des produits à effet de levier, on n'est pas en train de te dire tiens l'objectif c'est de faire du trading, Mm. on n'a pas de token de plateforme dans lequel on va te rémunérer plus tu fais des choses, etc. Investis comme tu es, quoi. C'est un peu comme chez McDo, tu viens comme tu es et finalement bah tu peux investir des petites sommes, ça nous va, et tu peux aussi investir des très grosses sommes et faire beaucoup d'investissements, ça nous va aussi. On est plutôt ouvert sur cet état d'esprit de pas pousser les gens à faire plus que ça. On veut les inviter à considérer les cryptos, on veut pas leur forcer les choses. Et s'ils veulent pas, bah, ils veulent pas, et c'est pas grave.
on se quitte bons amis. Derrière la crypto, il y a une forme de liberté financière, tu as raison de le dire. Après, on favorise aussi, à travers notamment les capacités de mettre ces cryptos sur un ledger, la possibilité de vivre la décentralisation, de garder ces cryptos sur d'autres plateformes que nous, c'est tout à fait possible, ou de pouvoir aussi les garder sur un ledger. Bon, après, aujourd'hui, je pense qu'il faut être assez prudent par rapport à la conservation de ces cryptos. Il y a tout un tas d'enjeux par rapport à la succession, à la perte de l'acide, à des enjeux de sécurité qui me font penser que c'est bien d'avoir des approches un peu mixtes. Voilà. Donc je dirais que c'est l'idée de la démocratisation de la crypto, l'idée de l'accompagnement aussi font vraiment partie de l'ADN et des valeurs fortes que l'on veut proposer. Ce qu'on a fait aussi un peu dans notre dernière pub télé avec Eric l'archevêque, où on mettait en avant justement l'idée de se dire il y a plein de mystères dans la vie qui sont incompréhensibles. Avec CoinHouse, tu vas pouvoir au moins essayer de comprendre celui de la crypto. Et derrière l'idée de le comprendre, c'est l'idée de se dire tiens, c'est peut-être le bon moment aussi de rentrer dans l'écosystème et je suis moche sur cette photo et d'aller d'aller de l'avant, quoi, de mettre un peu d'argent dans les cryptos, et ça en quelques minutes. C'est Yes, simple. parce qu'en plus, il y a souvent l'amalgame entre avoir des cryptos et trader. C'est pas parce que j'ai des pesos que je les trade, par exemple. Enfin, voilà. Et les gens, des fois, tu vas dire, alors attention à qui vous dites ce type d'information, bien sûr. Tu vas dire j'ai un peu de crypto. Tout de suite, ils t'imaginent trader les grosses bougies, etc. Et je trouve que c'est important. Voilà ce que tu évoques, et de pas faire cet amalgame et la confusion entre avoir juste des cryptos, les garder en tant qu'investissement, comme on peut garder le collier en or de sa grand-mère transmis de génération. Voilà, je trouve qu'il faut pas confondre. Sans transition, j'avance un petit peu. On est dans notre format où je vois qu'Antoine allait parler, et non, Non, Antoine, garde la c'était parole. par rapport. Ouais, non, c'était par rapport aux métriques. Tu vois, je le Oui, rappelle. vas-y, excuse-moi. Yes, c'est bon. Non, mais c'était par rapport à quelques chiffres ou quelques métriques. Voilà, combien d'utilisateurs avez-vous actuellement en 2025? Je ne sais pas ce que tu peux dire, en tout cas, et ce qui est public, qui est toujours impressionnant. Alors, impressionnant. Bon, nous, on a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. C'est la taille de grosses villes, hein. On a 130 000 comptes qui sont sur la plateforme avec la possibilité d'investir. Donc, c'est la taille d'une ville assez conséquente. En daily, c'est plusieurs milliers d'utilisateurs. En répartition de clients, on a des entreprises, des particuliers. Les entreprises, c'est quelques milliers, on doit être à 4000 à peu près. Les particuliers, c'est le reste. Et dans ces particuliers, on a à peu près pareil 4000 clients qui sont des clients à plus forte valeur ajoutée. Comme on dit chez nous, c'est-à-dire des gens qui mettent des montants plus importants, qui font plutôt partie de la banque privée, souvent. Et le reste sont des clients qui mettent des montants un peu plus variables, parfois beaucoup plus modestes, et ça nous va très bien aussi. Et donc il y a un vrai mixte dans les clients. On est plutôt sur la France à 95%. Ça devrait changer avec Mika. On est une équipe de 100 personnes. Et donc ça donne, et on est pas très très loin de l'équilibre. On avait levé quand même beaucoup d'argent en 2021-2022, environ une quarantaine de millions d'euros. Donc on a aussi de la trésorerie qui nous permet de nous développer et d'assurer notamment les coûts de développement. On en parlait tout à l'heure, les coûts régulation, etc. Il y a des coûts d'investissement qui sont très significatifs et qu'il faut supporter. Voilà. C'est énorme. Et il y a une question qui me rebondit, mais c'est souvent tu avais cité Revolut tout à l'heure, mais beaucoup de personnes s'en servent pour recevoir directement leur salaire. Est-ce que si une personne là se fait un compte sur CoinHouse, peut après changer et ne plus changer de banque, grosso modo, et se verser directement son salaire en euros chez CoinHouse? Alors oui, c'est possible. Après, ça va être assez limité malheureusement parce que il n'y a pas de carte bancaire associée encore au compte. Mais s'il n'en a pas besoin, et tu vois, après, il se fait un virement sur son autre compte. Enfin, c'est compliqué. Alors, oui, Il est bien tellement sûr. riche. Alors tu peux complètement, on a quelques clients qui le font.
Tu peux Ok. utiliser le compte euro, recevoir ton salaire sur le compte euro, et ensuite éventuellement, bon, tout investir en crypto si vraiment t'as pas besoin d'argent pour vivre, ou bien le remettre sur un autre compte bancaire. Après, bon, le remettre sur un compte bancaire, c'est peut-être un peu moins pertinent. Bon, à ce compte peut être associé clairement une carte. Je suis pas complètement certain encore aujourd'hui du business card et de l'usage autour de ça. On veut bien réfléchir. On a tous des cartes, cartes digitalisées ou cartes physiques. Les cartes bancaires, on en a tous, hein, et généralement on a plusieurs. Donc en avoir une de plus, c'est intéressant, mais est-ce que vous allez payer pour? Oui, non. Si vous payez combien? Si vous voulez pour quel type de service, quel type d'usage? Et ben c'est pas forcément hyper évident de se dire quel est l'usage parfait. Il y a toujours bien sûr celui qu'on a en tête qui est de dire bah je peux payer avec mes cryptos en convertissant automatiquement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je C'est cher, hein, les banques classiques, les frais de compte sont quand même énormes, hein. Il C'est quelque- faudrait sonder Oui, vos pour les clients entreprises, directement. un petit peu plus que pour les particuliers. Après, tu as une loi quand même, je sais plus comment elle s'appelle, c'est peut-être Sapin 2 ou un truc comme ça, non, c'est peut-être pas Sapin, mais en tout cas, il y a une loi qui encadrait en fait les frais bancaires. Donc, ils sont quand même, déjà les banques ont des obligations de disclosure des frais qui sont très strictes. Et puis, tu as un encadrement quand même des frais. Maintenant, tu as raison. Maintenant, pour proposer aussi un service réellement bancaire, pour qu'il soit vraiment intéressant, je pense qu'il faut vraiment qu'on change de statut et que en plus d'avoir MiCA, qui est la régulation européenne crypto, Exactement. qui est celle pour lesquelles on postule, il faudrait qu'on ait une régulation de banque, Mm. qui me va très bien parce que moi, mon motto depuis 2019, c'est de dire que Coineo c'est une crypto-banque et doit devenir une crypto-banque. Et dans le terme banque, j'entends vraiment le terme bancaire, c'est-à-dire vraiment un établissement de crédit qui peut prêter de l'argent aux gens, faire fructifier leurs fonds et proposer des services associés, proposer des produits d'épargne variés, etc. C'est J'entends le rigolo parce faire que c'est presque le vraiment. secteur d'où tu viens. C'est presque le secteur d'où tu viens. Ou La alors je viens banque, de l'asset on a vu un peu management. passer. Alors j'ai commencé à la Société Générale, mais j'ai fait un très court passage chez Sgib dans la partie marché financier. Moi, Mm, ma carrière a essentiellement été sur des fonds d'investissement, hein. Donc c'est rigolo. c'est le fameux métier du capital risque, du private equity, etc. Donc c'est pas trop un métier bancaire, en réalité c'est un métier d'asset Oui. manager, etc. Dans le métier bancaire, moi j'y crois vraiment, mais bien sûr sur les technologies qui soient celles de la blockchain. Parce que si c'est pour recréer une Société Générale bis ou un Revolut bis, honnêtement, personne m'attend et tout le monde s'en fout. Donc l'intérêt, c'est que l'architecture derrière, toutes les technologies, tous les services soient basés sur la crypto et permettre aux gens peut-être d'avoir des nouveaux services basés notamment sur la DeFi ou autre. Vraiment être capable de que tu puisses prêter plus facilement. Et peut-être d'ailleurs, ce sera peut-être une banque un peu différente. On aura peut-être un statut de banque, mais on proposera peut-être des choses différentes. Par exemple, du prêt entre les personnes, ou qui est déjà quelque part possible à travers la DeFi. Seulement, bon, le Oui, rôle de la DeFi, c'est un peu bizarre parce que tu es riche en Bitcoin, tu vas ou en Ether, tu vas déposer tes Ethers et tu obtiens des USDC. C'est super. Mais bon, à la base, tu es riche en USDC, donc c'est pas ouais. le sujet. Le sujet, c'est quand je suis pauvre et que je veux emprunter 200 000 euros pour m'acheter quelque chose, bah, comment je fais? Et ça, c'est un métier bancaire. C'est un métier de crédit. Et le crédit, le crédit et les placements révolutionnés par les cryptos, j'y crois vraiment. Pour sortir vraiment du broker, pour aller plus vers l'asset management. On en parle Et beaucoup même avec les parfois ne pas se séparer, tu vois, enfin, cette stratégie peut être évoquée lorsque, en fait, il y a un bear market, donc Bitcoin est amené à descendre pendant plusieurs années et qu'en fait, tu souhaites continuer à payer tes factures, mais pas vraiment te séparer de Bitcoin parce que tu crois à une potentielle hausse Mm. et tu es prêt, donc déposer tes bitcoins au lieu de les vendre sur AAV, emprunter et après payer ses factures, mais ça reste très risqué, hein. Ça Et comporte tu quand même as des des risques. risques de liquidation qui peuvent être dramatiques. Donc, Mais ça t'évite parfois de te séparer trop vite de Bitcoin, ou en tout cas, tu fais une gestion de risque, et là, tu en reviens que le prêt, c'est quand même voilà, c'est important et c'est nécessaire, et il y a une utilité derrière. Donc, c'est des produits, moi, que j'apprécie énormément, style AAV, tu vois, l'emprunt ou déposer ses cryptos sur la DeFi, ça reste quand même pour moi la deuxième utilité de la DeFi après le trading.
qui restent encore des protocoles très rentables. Je partage complètement le constat et c'est notre objectif que d'essayer de créer des portes faciles et sécurisées vers ces protocoles. Ouais, Et super. c'est la première brique à celui d'aller créer ensuite un nouveau modèle bancaire, mais basé sur des technologies blockchain, avec un intermédiaire qui soit capable de gérer. Mais parce que je pense qu'aussi à terme, on aura vraiment l'usage dans les paiements et que pour le coup aujourd'hui, tu es payé en euros sur ton compte bancaire. Demain, tu seras, je l'espère, et je le vise, payé dans une crypto qui sera, je pense pas du tout Bitcoin, mais qui sera Oh, un stablecoin ou autre. oh, oh. Oh, j'aurais préféré en Bitcoin, mais bon, c'est pas possible. Bon, oh. Et ça marche. Est-ce Et que tu es payé en or aujourd'hui? T'as une boîte qui te paye en or? Je ne connais pas. je compare pas vraiment. Tu vois, moi, je compare Bitcoin comme la monnaie numérique qui a besoin d'Internet. Tu vois, Internet n'avait pas vraiment une monnaie. Et, euh, et je Une me dis, monnaie, c'est une réserve de valeur qui est utile pour collatéraliser, pour donner un gage. Mais c'est lent. et tu vois, là, par rapport à l'IA C'est qui lent et m'a c'est pas programmable, ou rarement, ou difficilement programmable. Et là, quand je vois l'IA qui est apparue, où je dis waouh, ça m'impressionne autant que la blockchain, quoi. C'est waouh, ça sert à quelque chose, c'est fou. Enfin, un autre truc qui me repassionne, enfin, après la blockchain. Et je me dis que plus tard, l'IA, enfin, va peut-être se payer avec du Bitcoin, tu vois, on ne sait pas. Mais entre elles, tu vois, ils vont discuter, puis ils vont échanger directement du Bitcoin sans qu'on s'en aperçoive, parce que bah, maintenant, il y a Bitcoin qui existe et que Internet avait peut-être besoin d'une Mais référence. pourquoi Bitcoin et pourquoi pas une autre crypto plus rapide, plus Parce qu'il est maxi. Non, parce qu'il y a toujours des tokenomics. Je me demande si on a vraiment trouvé le bon modèle. Le POS, c'est quand même quelque chose qui est à l'encontre du proof of work. Tu vois, il y a vachement de choses qui ont changé et je trouve qu'on se cherche encore. Alors, il y a des très beaux projets, hein, mais je ne suis pas encore convaincu que ce soit la rapidité que les gens recherchent. En tout cas, je te parle pas des 2% qui cherchent la décentralisation et qui regardent attentivement la sécurité ou des aspects comme ça. La masse ne regarde pas forcément ces aspects-là. Ils veulent juste que Alors, ça fonctionne avec je, une UX, tu vois, parfaite. C'est pour ça que je me rapproche toujours de Bitcoin, mais je ne sais pas si la rapidité ou le nombre la scalabilité ou des choses comme ça sont vraiment des éléments qui intéressent tout le si monde. tu veux un usage automatisé ou par des smart contracts, déjà tu vois, je te dis le mot smart contract, ou par des systèmes autonomes, tu dois avoir une certaine forme de rapidité, ce que tu n'auras pas. C'est une question de On coût. pourra s'échanger du wrap Bitcoin sur Base, tu vois, par exemple. Puis, Ouais, mais à nouveau quelque chose enfin, oui, pourquoi pas, mais il faudra que la valeur soit tende vers une sorte de valeur stable à terme, et on en est, j'espère, encore loin. Mais je suis assez alignée avec Nicolas. Alors je comprends, j'entends ce qu'Antoine veut dire. Ça revient un petit peu à ce que tu disais par rapport à est-ce que ça vaut le coup de mettre en place une carte bancaire ou pas. Et au final, la question c'est qu'est-ce que les gens font de leur crypto et est-ce qu'ils les utilisent comme on garde de l'or, on le garde pendant 10, 20 ans, puis d'un coup on revend tout pour s'acheter la maison, auquel cas t'as pas besoin de carte bancaire, t'as juste besoin d'un moment pouvoir cash out une grosse somme d'argent sans trop de difficultés administratives, bureaucratiques, etc. Tout en pouvant justifier l'origine de tes fonds. Et voilà, ce serait intéressant, ça en revient à ce que je marmonnais là tout à l'heure, ce serait intéressant auprès, par exemple, de votre clientèle ou un sondage sur savoir ce que les gens font avec leur carte crypto pour en avoir que une. C'est vraiment, si je me prends en tant que consommatrice, c'est vraiment plus décoratif qu'autre chose dans ce que je fais avec mes Enfin, c'est cryptos. sentiment. Bon, c'est pas évident de poser un sondage à des gens qui n'ont pas encore un objet dans les mains, pas chez nous en tout cas. En revanche, on a fait des études avec Visa et Mastercard
qui sont des gens qui Oui. favorisent en fait l'usage de cela, et on a essayé d'accéder en fait à un certain nombre d'informations. Je pense qu'il y a des usages qui sont ultra variés selon les pays. On a trop tendance à penser peut-être un peu global. Et en effet, au niveau global, il y a des pays dans lesquels il y a un vrai usage, parce qu'il n'y a pas de bancarisation aussi fine, il y a des trucs qui ne sont pas développés, etc. Au Brésil, par exemple, il y a un usage beaucoup plus digital, beaucoup plus porté sur les cryptos depuis longtemps. On parle surtout de pays d'Amérique latine, etc., ou même d'Afrique. Ils ont tout intérêt à aller là-dedans parce qu'eux, ils ont des retards en fait sur le système traditionnel, et ils passent directement, ils Oui, sautent faut directement d'une classe pour passer à l'échelle supérieure. Et donc ils vont être beaucoup plus en avance que nous finalement. Nous, en fait, on est bien éduqués à un système qui marche en réalité vachement bien et qui est pas cher. Donc en fait, on a moins de problèmes parce que en fait, on voit pas quelle est la résolution du schmilblick. Quelque part, il y a pas vraiment de problème. Donc, tu apportes une solution faible à un problème qui n'existe pas. Donc, Mmh. Généralement, le résultat est assez moyen, sauf dans des cas particuliers. Des populations plus jeunes, par exemple, ou des gens qui utilisent beaucoup de rémittances, qui ont des populations de la famille qui vit à l'étranger ou qui vit dans les dom-toms, par exemple, ou autre. L'utilisation de PayPal, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en France, on l'utilise pas du tout pareil et complètement différemment que L'Allemagne, par exemple, a un usage de PayPal qui est un peu historique, qui est vachement fort, plus fort qu'en France, parce que historiquement, ils ont plus fait confiance à ça qu'au virement bancaire ou qu'à la carte. Voilà, voilà, il y a des particularismes qui nécessitent. Après, l'objectif aussi de Coinbase, c'est de devenir une entreprise européenne. Et donc, c'est de s'adapter aux particularités des marchés dans lesquels on peut aller. Et donc, s'il y a des pays dans lesquels ça fait plus de sens de faire quelque chose, à ce moment-là, on le fera dans ces pays-là. Ça, c'est certain. Il faut pas qu'on pense que par le prisme ça a coupé franco-français. chez moi. Non, c'est bon, ça marche. Moi, je te vois. Pardon alors. Ok. Voilà. Donc, je disais, on devra s'adapter en fait à notre clientèle là où elle se trouve. Et on arrive sur la fin, Nicolas. On a une toute dernière question. C'était la question des ressources. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, je sais pas, une chaîne YouTube, un livre que tu as sur ta table de chevet ou n'importe, le blog de Coinhouse aussi, avec tous les articles. Est-ce que voilà, c'est notre petite minute parole libre. Alors, je vais en conseiller plusieurs. Il y a le Cryptalk du vendredi là de Thibaut de Sachi notamment qui est hyper pertinent. Je pense qu'il est possible de revoir des anciens Cryptalks sur YouTube ou sur notre chaîne YouTube. Il y a un très bel article aussi ou très beau interview de Eric Larchevêque sur à la fois l'entrepreneuriat et aussi ce qu'a permis de faire les cryptos dans dans sa vie, et je pense que c'est assez inspirant, et moi je trouve ça vraiment très cool. Donc c'est des podcasts qu'on trouve assez facilement sur Google, voilà. Et on retrouve aussi sans doute sur notre site. En matière de bouquins, on m'a dédicacé un bouquin il y a quelques jours, un peu plus sur la politique et la technologie, fait par un ami qui s'appelle Philippe Rodriguez, qui l'a fait avec François de Rugy, qui est un ancien président de l'Assemblée nationale, et qui vise à montrer en fait comment la technologie peut aider en fait le monde, et peut aider à verdir aussi le monde, à résoudre des grands enjeux, pour essayer de répondre un petit peu à ces questions. Il y a aussi le bouquin d'Éric Larchevêque qui est alors ça, c'est la blockchain révolution. Si tu tapes plutôt tapé Philippe Rodriguez et François de Rugy, je pense, livre. À mon avis, tu le trouveras plus facilement. J'ai pas lu beaucoup d'autres bouquins récemment. Je suis toujours sur j'ai toujours un livre sur la mythologie sur Circé sur ma table de chevet. Et j'étais en train de relire un classique mais compliqué, et dont l'auteur soulève débat, qui est Voyage au bout de la nuit de Céline. Oh bah, m'en parle pas, je suis en train de lire Les Bienveillantes en ce moment dans le genre débat. T'as des enfants qui passent le bac ou qui Non, même
pas, je Il y a sais que pas, 10 il y a ans. quelque chose en moi qui s'est réveillé il y a 6 Voilà. mois et ça a commencé par Anne Frank et depuis, Ah j'ai oui, dit: voilà, c'est «Ah bah, ouais, non, je sais pas ce qui j'avais besoin de lire». Ouais, bah, intéressant. Moi, j'aime bien les auteurs plus classiques et peut-être un peu moins les auteurs contemporains. Voilà. eh Et ça ben, sort de merci. Génial, l'édito, la heureusement. nuit est géniale. Eh ben, merci Nicolas d'être venu sur la chaîne et d'avoir répondu à nos questions. On invite les personnes à liker la vidéo et à s'abonner. Et merci encore Nicolas. Bah, merci à tous, merci d'avoir écouté, j'espère jusqu'au bout pour certains, les plus courageux. N'hésitez pas à faire des petits mots, des petits messages aussi, des likes, c'est super cool. Merci à Magali, merci Antoine. J'espère que la discussion qui était ouverte et amener aussi quelques débats et ravi de pouvoir débattre à d'autres moments en bienveillance et en transparence. Merci à Merci. tous.